Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous proposer une sélection d'ouvrages, des livres qui ont chacun à leur manière contribué à construire mes analyses, ma manière de comprendre le comportement et les motivations des êtres humains, les autres personnes et mes propres comportements et motivations, hein. C'est aussi des outils d'introspection. C'est pas que des outils pour décoder le comportement de son prochain et interagir avec lui. Des outils assez hétéroclites. En fait, j'ai choisi le fil directeur des modèles mentaux, c'est-à-dire que chaque livre propose une version assez structurée de pourquoi les êtres humains font ce qu'ils font, pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui les motive, quel est leur rapport au monde. Mais j'ai voulu que ça soit assez hétéroclite pour que vous ayez le choix, puisqu'il y a une dizaine d'ouvrages qui sont sélectionnés, une dizaine d'ouvrages qui tournent autour de 7 modèles mentaux différents. Vous n'allez pas tout lire d'un coup, il faut peut-être prioriser. Donc à la fin de la vidéo, je vous donnerai le top 3 des livres que je préconise de lire en priorité. Mais il n'y a pas que mon expertise qui compte, il y a aussi votre sensibilité. Vous aurez peut-être des atomes crochus avec certaines approches. Il y a aussi des questions de langue, puisque je vais recommander certains ouvrages en anglais. Donc ça peut jouer dans votre décision. Premier livre de la sélection et premier modèle mental, ce sera le modèle mental des biais cognitifs. Donc, sans surprise, je vous recommande très chaudement la lecture du livre Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée de Daniel Kahneman. Un livre que vous connaissez peut-être parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans Check tes biais et que d'autres youtubeurs qui essayent de parler de comment réfléchir, je pense notamment à Hygiène Mentale, très bonne chaîne de zététique, une des seules bonnes chaînes de zététique en vérité à l'heure actuelle, a mentionné Système 1, Système 2. C'est un livre qui est sorti en 2011, qui a été traduit un petit peu plus tard en français, et je vous recommande précisément de le lire en français, vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes, bien que je milite activement pour que vous lisiez des livres en anglais, et aujourd'hui, moi, 80% de mes lectures sont des livres en anglais, je vous suggère de le lire en français. C'est un livre qui est relativement facile à suivre. C'est pas un livre qui est trop technique, à part quelques passages. Je sais que par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à un moment, c'était dans le chapitre consacré au biais de plausibilité, si je dis pas de bêtises, hein. Je crois que j'étais dans le train en train de le lire. Alors, c'est pas un environnement hyper propice à la concentration, mais j'ai vraiment peiné sur un passage en particulier. À part ce pic de difficulté, c'est vraiment un livre qui se lit assez facilement, qui est écrit pour être accessible, hein. C'est un ouvrage qui se veut un ouvrage de vulgarisation. Et pour le résumer en une phrase, c'est l'encyclopédie des biais cognitifs. Alors, ça ne vous dispense pas, en parallèle, d'aller consulter la liste anglaise du Wikipédia consacrée aux biais cognitifs, où il y a plus d'une centaine de biais cognitifs. Biais cognitifs ou sophismes, hein, on est un petit peu entre les deux sur la fiche wiki. Toujours est-il que l'angle de Daniel Kahneman, c'est cette opposition entre un mode de raisonnement instinctif et rapide qu'il appelle le système 1, et un mode de raisonnement qui est plus coûteux en ressources cognitives et qui est plus lent aussi, mais plus pertinent car plus précis et moins biaisé, qui s'appelle le système 2. Je résume là le livre vraiment en quelques phrases. Je vous invite à le lire, c'est inégalé à l'heure actuelle en matière de biais cognitifs. Et si vous avez déjà lu Système 1, Système 2, je vous propose un petit bonus, en l'occurrence un livre un petit peu plus hardcore et difficile d'accès, qui s'appelle Rationality, From AI to Zombie. Désolé pour mon accent. Un livre qui n'existe que au format numérique, mais qui a l'avantage d'être gratuit, et qui par contre fait plus d'un millier de pages, hein, puisqu'il en fait 1800 si je ne dis pas de bêtises. Un livre écrit par Eliezer Yudkowsky, qui est en fait une compilation de ses articles de blog. Alors c'est quelqu'un qui a un prisme plutôt utilitariste, si je ne dis pas de bêtises, encore que il a peut-être fait évoluer sa pensée depuis la publication de Rationality. Un livre que j'avais commencé à lire en même temps que Système 1, Système 2, et que j'ai mis en pause parce que je me suis rendu compte en fait qu'il reprenait vraiment les mêmes éléments. Donc il y a un passage sur le biais de plausibilité, sur l'heuristique de disponibilité. La différence, c'est peut-être que Yudkowsky va plus loin et qui ne parle pas exclusivement de biais cognitifs. C'est un ouvrage peut-être un peu plus philosophique sur qu'est-ce que la rationalité, comment bien réfléchir, pourquoi faut-il bien réfléchir, avec beaucoup de liens hypertextes qui renvoient à des sources extérieures ou à d'autres endroits du livre. Donc c'est vraiment un format pensé pour le numérique. C'est de l'anglais, ça se lit plutôt bien, surtout si vous avez lu Système 1, Système 2 avant, parce que vous aurez eu une familiarisation en français avec les termes, avec les concepts, et ça vous aidera, je pense,
à vous plonger dans Rationality sans être trop perdu, vu que c'est quand même un ouvrage qui est assez labyrinthique. Donc ça, c'était mes deux premières suggestions sur un premier modèle mental, qui est celui des biais cognitifs et plus globalement de la rationalité. Deuxième modèle mental et troisième livre de cette sélection, un livre dont le titre original est absolument imprononçable pour moi puisque c'est du hongrois, donc je vais vous donner directement le titre de la traduction en français. Les aléas de la raison de Laszlo Mero, un psychologue hongrois qui est aussi mathématicien, je crois. En tout cas, c'est un livre qui traite de la théorie des jeux, donc cette branche des mathématiques qui étudie le comportement des êtres humains, notamment en matière d'économie, mais qui a des applications en biologie, en politique, avec notamment cette opposition ou pas, entre coopération et compétition. Alors je vais être honnête avec vous, je recommande les aléas de la raison parce que c'est une manière pour moi de mettre en avant la théorie des jeux, qu'on va retrouver un petit peu plus loin dans un autre ouvrage, mais c'est le seul livre que j'ai lu qui soit intégralement consacré à cette question, le seul livre dans lequel la théorie des jeux est centrale, et c'est pas du tout un livre qui est facile à lire. Alors c'est peut-être dû à la traduction, à moins que ce soit dû au style original de Laszlo Mero. Toujours est-il que j'ai trouvé le livre assez ardu, non pas pour des raisons techniques, il n'est pas ardu parce qu'il y a des équations compliquées dedans, mais il est ardu parce qu'il y a une manière d'écrire, une manière d'expliquer les choses qui est peut-être pas super claire. Alors du coup, je vous mets à contribution, si vous avez des bons ouvrages pour présenter la théorie des jeux à me suggérer en commentaire, eh bien j'attends vos recommandations avec impatience. Je les attends surtout pour les autres gens qui regardent la vidéo et qui pourront s'inspirer de ce que vous recommandez comme étant des livres accessibles. Troisième modèle mental de cette sélection, l'analyse transactionnelle, dont j'ai déjà fait l'éloge dans ma première sélection de livres, la première vidéo dans laquelle je compilais des livres et je les recommandais, sorti sur cette chaîne il y a quelques années déjà, et qui s'appelle Top 4 des meilleurs livres de développement personnel sans bullshit New Age, dans lequel je recommandais notamment un livre qui s'appelle Des scénarios et des hommes, écrit par Claude Steiner. Claude Steiner, c'était le disciple et l'héritier testamentaire de Eric Berne, qui a créé l'analyse transactionnelle. Pourquoi proposer Claude Steiner à l'époque plutôt que Eric Berne, alors que Eric Berne est le fondateur de l'analyse transactionnelle? Et bien pour des questions d'accessibilité. Le livre Des scénarios et des hommes a deux mérites. C'est qu'il est à la fois plus accessible que la plupart des livres de Berne, qui avaient une manière d'écrire un peu lourde, justement, alors que le livre de Steiner est beaucoup plus facile à lire, en tout cas je trouve qu'il est plus facile à lire. Et en plus, un des focus du livre de Claude Steiner, c'est justement la notion de scénario de vie, qui prolonge ce qu'avait déjà proposé Eric Berne. Donc c'était un ouvrage qui avait deux vertus, celui d'être plus accessible que les livres de Berne, et d'avoir cette valeur ajoutée en se focalisant en grande partie sur la notion de scénario de vie. Du coup, je ne vais pas vous reproposer ce livre, enfin, je viens un peu de vous en refaire l'éloge, donc mon idée c'est de vous proposer un deuxième livre d'analyse transactionnelle qui s'adresserait plutôt aux gens qui ont effectivement lu Des scénarios et des hommes qu'aux néophytes, parce que pour les néophytes, eh ben, mieux vaut lire Des scénarios et des hommes parce qu'il est plus accessible comme je viens de l'expliquer. Donc cette recommandation aujourd'hui, ça sera justement un livre d'Eric Berne, histoire quand même de remonter un petit peu à la source, et en particulier ça va être un livre consacré à ce que vous connaissez peut-être sous le nom de triangle de sauvetage, ou triangle victime, bourreau, sauveur, ou triangle de persécution, et dont le vrai nom en fait est triangle de Karpman, parce que c'est Karpman qui était un pratiquant d'analyse transactionnelle qui a vraiment structuré la notion de triangle. Et en fait, le livre que je vais vous recommander, c'est un livre de Eric Berne qui s'appelle Des jeux et des hommes, qui propose tout un tas de jeux psychologiques, d'illustrations de jeux psychologiques. Alors quand je dis il les propose, c'est pas pour vous suggérer de jouer à ces jeux. On considère en analyse transactionnelle que de toute manière, on ne peut pas s'empêcher de jouer à des jeux, en tout cas qu'il est très très dur d'éviter ce genre de comportement. Donc c'est plutôt un manuel sur comment gérer les jeux psychologiques lorsque quelqu'un essaye de vous inviter, de vous faire tomber dans un jeu psychologique, puisque une personne qui initie un jeu psychologique a toujours un coup d'avance dans ce fameux triangle de persécution ou triangle de sauvetage, dont le vrai nom est triangle de Karpman. Donc le livre d'Eric Berne, il a les limitations dont je parlais un petit peu plus tôt au sujet des ouvrages de Berne en général, c'est-à-dire que
c'est un livre qui a un peu vieilli, hein, c'est un livre qui date de 1964, et le style de Eric Berne est un petit peu lourd, il est un petit peu désuet par moments. C'est pour ça que je recommande aux néophytes de plutôt commencer par Claude Steiner. Par contre, si vous avez lu Des scénarios et des hommes, le livre Des jeux et des hommes fait un excellent complément, malgré ses défauts au niveau du style, malgré certains aspects qui peuvent être un peu obsolètes. Alors évidemment, l'analyse transactionnelle ne se résume pas à la notion de jeu psychologique. Il y a plein de notions intéressantes en analyse transactionnelle, la notion d'état du moi, la notion de symbiose, la notion de comment on occupe le temps. En fait, Eric Berne était un peu obsédé par la manière dont l'être humain structure son rapport au temps, qu'est-ce qu'il fait pour s'occuper finalement, sachant que le summum de l'occupation du temps, c'est l'intimité, et que l'intimité, c'est justement être capable de ne rien faire et d'être en présence de quelqu'un en étant connecté psychologiquement, émotionnellement. Et donc en fait, c'est quelque chose d'assez rare qui fait que l'être humain va passer par tout un tas de comportements et d'activités, les jeux, les rituels sociaux, le badinage, l'échange de banalités. Donc il y a plein de manières d'interagir avec son prochain, de structurer son temps. L'analyse transactionnelle parle de tout ça, mais si vous devez retenir une seule notion d'analyse transactionnelle, bon, c'est dur de n'en retenir qu'une en fait. Si vous devez en retenir deux, vous pouvez retenir d'un côté la notion de scénario de vie, qui est très très intéressante, et surtout la notion de triangle de Karpman, ce fameux triangle bourreau, victime, sauveur, où les rôles vont s'inverser et s'échanger très très vite. La fluidité avec laquelle les protagonistes vont changer de rôle est une des caractéristiques de ces fameux triangles. Quatrième modèle mental de cette sélection, la communication non violente de Marshall Rosenberg, que je vous propose de découvrir avec un livre qui s'appelle Dénouer les conflits par la communication non violente. Alors, ça peut paraître un petit peu gnangnan comme titre, hein, dénouer les conflits avec une communication non violente. En fait, c'est pas du tout gnangnan la CNV quand on la comprend bien. Le meilleur moyen de bien comprendre la CNV, c'est de regarder les conférences de Marshall Rosenberg, dont on trouve un certain nombre sur YouTube, en VO, parce qu'on va le voir interagir avec les questions du public. Donc c'est mieux qu'un manuel, un truc purement descendant, où quelqu'un explique ce qu'il faut faire. Au passage, si vous avez des difficultés avec l'anglais et que vous voulez découvrir la CNV de façon synthétique, j'ai écrit un article sur la question qui se trouve sur mon site. Donc il y a une petite fiche normalement qui apparaît pour vous renvoyer vers l'article. C'est un article relativement court qui se veut synthétique et qui explique aussi les dérives possibles de la CNV, parce que le problème de toutes les théories et de toutes les pratiques, quand on les découvre et qu'on ne les maîtrise pas forcément très bien, parce qu'on est un néophyte, souvent il y a des dérives. Alors quand je dis dérives, hein, c'est pas vraiment très très grave, mais il y a des ornières dans lesquelles on peut tomber. Donc c'est un article qui propose à la fois d'expliquer de manière simple ce qu'est la CNV, comment l'appliquer et les limites aussi de cet outil. Pour ceux qui ont envie d'aller de façon plus approfondie dans l'outil, mais surtout de bien connaître le parcours de Rosenberg en français, il y a cet ouvrage, Dénouer les conflits par la communication non violente, qui est un livre d'entretien. Donc ça fait partie en fait de ces biographies, autobiographies, qui sont des livres de discussion, qui n'ont pas été écrits directement par le protagoniste principal. C'est pas tant un manuel de communication non violente, et c'est pour ça que je pense que mon article est un très bon complément au livre, parce que mon article se focalise vraiment sur l'application, comment ça marche, pourquoi le faire, etc. Tandis que Dénouer les conflits par la communication non violente est plutôt un récit de vie, dans lequel Rosenberg va expliquer pourquoi et comment il a développé cet outil. Il faut savoir que c'est un mec qui était psychologue de formation, et qui, un jour, a décidé qu'il allait arrêter de mettre des étiquettes sur ses patients, en particulier sur ses patienteux, parce qu'il avait beaucoup de femmes dépressives qui venaient le voir en consultation. Et un jour, il a considéré que, vu la vie qu'avaient objectivement ces personnes, c'était normal qu'elles soient déprimées, et ce n'était pas une pathologie de leur part. Donc il a été voir son directeur, il lui a dit, voilà, je vais arrêter de faire des diagnostics, et il s'est fait virer de l'hôpital où il travaillait, et il a été chauffeur de taxi pour survivre, et il a développé la communication non violente. Et ensuite, pour reprendre ses propres mots, il a pris son bâton de pèlerin pour aller propager son modèle et pour aller le faire financer. C'est quelqu'un qui a travaillé aussi bien en thérapie de couple, donc à l'échelle de 2 personnes,
que sur des zones urbaines défavorisées, dans des collèges, lycées états-uniens, voire dans des lieux de conflits ethniques. Donc c'est quelqu'un qui a une expérience très très large des conflits, avec différentes échelles, différents enjeux. C'était vraiment une personnalité hors norme, donc c'est quelqu'un dont le parcours est assez inspirant, c'est quelqu'un qui avait une grande force intérieure. Je ne suis pas, comment dire, la CNV n'est pas l'outil que je vais le plus recommander, et c'est pas l'outil que j'utilise le plus aujourd'hui, surtout que c'est un outil qui est finalement assez simple dans son plan théorique, c'est pas l'outil le plus fin, le plus raffiné, le plus complexe pour décrire les motivations des gens. Mais par contre, le parcours de Marshall Rosenberg fait partie de ces parcours hauts en couleur qui peuvent être très très inspirants quand tu n'as pas envie de te résoudre à une vie ordinaire de salarié malheureux au travail qui veut faire ce que ses parents ou ce que l'éducation nationale lui ont dit que c'était bien de faire. Vraiment, le parcours de Rosenberg est assez intéressant pour ça, et c'est pour ça que je vous recommande ce livre qui permet au passage de découvrir le modèle mental de la communication non violente, qui réfléchit en termes de besoins et de stratégie. Pour le 5e modèle mental que je vous propose, on va faire une incursion dans un domaine un peu sulfureux, puisque le modèle mental dont je vais vous parler n'est pas exactement une école de psychologie universitaire, c'est pas quelque chose qui est enseigné dans les universités françaises. Alors aux États-Unis, les choses sont un peu plus nuancées, mais en gros, si tu es français, francophone, suisse, belge, tu n'es pas forcément familier de l'énéagramme, que certains appellent énéagramme des personnalités, ce qui est totalement un pléonasme, que d'autres appellent énéagramme des psychologues, ce qui ressemble quand même à une tentative de placer un argument d'autorité pas très discret. Alors il y a des gens qui ont breveté différentes versions en ajoutant un adjectif. Moi-même un jour peut-être que pour mettre en avant le fait que j'ai développé ma propre version de l'énéagramme, je rajouterai un adjectif, l'énéagramme Garcia, je ne sais pas, pour bien le caractériser, pour le marketer. Toujours est-il que je vais vous proposer un livre en anglais, écrit par Hélène Palmer, qui est conférencière, formatrice, et le livre dont je vous parle s'appelle The Enneagram, Understanding Yourself and Others in Your Life. Désolé pour l'accent. Alors qu'est-ce que c'est l'énéagramme, pour faire très très court et dire en quelques phrases ce qui normalement prend une journée entière de formation juste pour bien expliquer les bases et la typologie. L'énéagramme postule qu'il y a trois grandes manières de se relier au monde, d'analyser le monde, de s'analyser soi-même, qui sont une manière qui se focalise sur les émotions, donc un angle émotionnel, il y a un angle mental ou conceptuel ou cérébral si vous préférez, et il y a un angle instinctif qui passe plutôt par le corps, par l'action, et par le contrôle de l'environnement ou par le contrôle de soi. En gros, dans le jargon de l'énéagramme, on parle de centre, le centre émotionnel, le centre instinctif, le centre mental, et moi j'aime pas du tout ce terme de centre parce qu'il l'induit en erreur, et là je vais retourner brièvement sur le travail de Daniel Kahneman au sujet de système 1, système 2. Comme l'explique très bien Kahneman, il n'y a pas un système 1 et un système 2 qui seraient des organes du corps humain, qui seraient des zones précises du cerveau. Ce qu'explique Kahneman, c'est que c'est plutôt des circuits neuronaux, des circuits cognitifs, des modes de cognition, qui impliquent donc plusieurs zones du cerveau, mais qu'il a juste voulu les personnifier par simplicité pour que ça soit plus pédagogique. Eh bien, ce qu'on appelle en énéagramme des centres, il faut le voir et l'entendre exactement comme le système 1 et le système 2, c'est-à-dire, il serait plus rigoureux de parler de système émotionnel, ou de circuit émotionnel, de parler de système instinctif et de système mental. Ça vous donnerait une image bien plus précise de ce dont on parle. On parle d'un mode de relation au monde, d'un mode de cognition, d'un mode de relation, d'un mode d'interprétation du réel. Le réel impliquant aussi l'interprétation de soi-même, je le rappelle. Donc en gros, l'énéagramme postule qu'il y a trois familles d'individus qui vont privilégier soit le système émotionnel, soit le système instinctif, soit le système mental. Et au sein de ces trois familles, il y a à chaque fois trois variations, ce qui donne 9 types de personnalités différents, numérotés de 1 à 9 pour qu'il n'y ait pas de jugement, il n'y a pas de hiérarchie. Le type 1 n'est pas supérieur au type 8, le type 9 n'est pas supérieur au type 5, le type 7 n'est pas supérieur au type 3, etc. Donc il y a vraiment une notion que c'est comme, pour reprendre cette fameuse typologie qui vient de la psychiatrie,
Une personnalité histrionique n'est pas supérieure ou inférieure à une personnalité paranoïaque. Après que vous le ressentiez de manière différente parce que vous avez des accointances avec tel ou tel type de fonctionnement, c'est une chose. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de hiérarchie entre les personnalités. Sur la base de ce postulat qui peut paraître simpliste, 9 personnalités, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est trop peu? Eh bien, il y a tout un tas de nuances qui viennent se greffer, notamment la notion de sous-type, notamment la notion de hiérarchie des systèmes, mais je ne rentre pas dans tous ces détails parce que cette vidéo, ce n'est pas une formation d'énéagramme. J'ai enseigné l'énéagramme à une époque et la journée de base, j'insiste, faisait 6 à 7 heures de cours. Et encore, moi, j'avais vraiment simplifié le format pour donner juste des bases bien maîtrisées. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas en 20 minutes consacrées à ce livre que je vais vous faire l'article. Je vous recommande ce livre parce que je trouve que c'est une grille qui est passionnante, et quand on arrive à faire le tri entre les différents auteurs, entre ceux qui se livrent à des élucubrations religieuses, ceux qui mettent plein de nuances pour complexifier, mais du coup qui ont des propos incohérents dans leur propre version du modèle, quand on arrive à faire le tri là-dedans, et c'est un peu compliqué de faire le tri, il y a des choses très intéressantes. Je vous propose le livre d'Hélène Palmer parce qu'il est très intéressant, il est très accessible, même en anglais. J'ai 2 bémols. Le premier bémol, c'est que Hélène Palmer, en plus des chiffres, rajoute des petits adjectifs pour décrire les énéatypes. Donc elle va dire de l'énéatype 8 que c'est le champion protecteur, elle va dire de l'énéatype 7 que c'est l'enthousiaste juvénile. Alors là encore, c'est dans un but pédagogique et mémotechnique qu'elle le fait, mais je pense que c'est inutile de donner ce genre de raccourci parce que, vous le verrez si vous lisez le livre, chaque chapitre est assez dense. En fait, ce qui caractérise un énéatype, un type de personnalité, c'est notamment le fait de privilégier tel ou tel système de rapport au monde, c'est le fait d'avoir un évitement compulsif, un mécanisme de défense qui lui est propre, et ainsi de suite. Donc, rajouter des petits adjectifs comme ça, je pense que c'est contre-productif, et je vous invite vraiment à manier les typologies de personnalité avec précaution. J'avais déjà fait cet avertissement au sujet du livre de Christophe André. Je le répète, quand on commence à étudier ce modèle, on peut avoir tendance à vouloir distribuer les numéros comme ça, comme un apprenti sorcier. Il y a un principe de base qui vient de la psychologie et qui vient de la psychothérapie et que vous feriez bien d'adopter, même si vous n'êtes pas des professionnels de la psychologie. Vous gardez vos interprétations sauvages pour vous. Si vous êtes persuadé que votre partenaire amoureux ou votre partenaire amoureuse est d'énéatype 5, eh ben, vous ne lui jetez pas le 5 à la figure. L'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi, c'est aussi un outil pour communiquer avec les gens, pour mieux les comprendre, mais c'est avant tout une démarche maïeutique d'introspection et de recherche intérieure pour se connaître, comprendre ses forces, ses faiblesses, comprendre quelles sont nos compulsions et quel est notre mode de rapport au monde. D'accord ? Vous n'avez pas à révéler aux individus leur type de personnalité, c'est contraire à l'éthique. Et en plus de cette histoire de qualificatif utilisé par Hélène Palmer, j'ai une autre réserve sur le livre qui là est bien plus importante parce qu'au pire, si vous voulez vous dire que l'énéatype 8 c'est le champion protecteur, c'est tant pis pour vous et c'est tant pis pour votre maîtrise du modèle. Par contre, il y a vraiment un aspect de la théorie de Palmer avec lequel je suis en désaccord, c'est son explication de pourquoi chaque personne va devenir de tel ou tel énéatype plutôt que d'un autre. Hélène Palmer a une approche qu'on pourrait qualifier de psychanalytique, puisqu'elle s'appuie sur la théorie du trauma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Hélène Palmer, chaque individu, pendant son enfance, va vivre un événement traumatique déterminant, une sorte de blessure, qui fait qu'il va préférer tel ou tel système et réprimer tel ou tel système. Donc, ça peut paraître séduisant comme ça, sauf que ça n'a pour le coup aucune validité scientifique, parce qu'il y a un biais de rétroactivité. Si vous discutez avec une personne qui privilégie l'émotionnel, elle va avoir une manière de vous parler de son enfance qui induit une certaine vision des choses. Si vous discutez avec quelqu'un qui privilégie le système cérébral, la personne va vous parler de son enfance avec une autre sensibilité. Et du coup, vous n'aurez pas d'explication claire parce que la personne réinterprétera son enfance et son parcours à la lumière de ses propres systèmes de pensée. Ce qui serait beaucoup plus scientifique, c'est d'avoir une approche basée sur les neurosciences et de constater que dans le développement de l'enfant, pour une raison ou pour plusieurs raisons, puisqu'en fait la biologie est fondamentalement multifactorielle, on va en parler très très vite,
Dans le développement de l'embryon ou dans le développement de l'enfant, il y a certains modes de pensée qui se mettent en place de façon précoce ou de façon privilégiée, et ça donne cette diversité cognitive qui fait qu'il y a effectivement des gens qui privilégient un rapport au monde émotionnel, d'autres un rapport au monde lié à l'action, au corps, et d'autres un rapport au monde lié au monde des idées, de la planification, de l'analyse, du concept et de l'érudition, pour dire ça très très simplement. Donc ça, c'est vraiment une très grosse réserve sur le livre de Palmer, donc je vous invite à ne pas tenir compte de sa théorie du trauma, de cette explication sur pourquoi on devient de tel ou tel énéatype. Et une fois que vous avez bien fait attention à cet avertissement, vous pouvez lire le reste du livre, et ce sera extrêmement enrichissant pour vous. Étudier l'énéagramme avec des bonnes sources, c'est une vraie quête intérieure, et c'est quelque chose de très enthousiasmant, qui décrit très bien le réel, tel que vous pourrez le constater au quotidien. Après cette incursion dans le monde étrange et sulfureux de l'énéagramme, on va revenir à des choses très très carrées, très scientifiques, puisque je vais vous parler de modèles mentaux qui viennent de la biologie. Le 6e modèle mental que je vous présente à travers 2 livres, c'est ce qu'on va appeler le modèle homéostasique. Il vient du travail de Henri Laborie, un biologiste qui a marqué l'histoire de la médecine, pour à la fois ses travaux sur les analgésiques et ses travaux sur la réaction face au stress, donc les 3 types de réactions, hein, inhibition, agression ou fuite. Henri Laborie, c'est un mec qui a été très prolifique de son vivant, il a écrit beaucoup de livres, il fait partie des rares Français qui ont une fiche Wikipédia en anglais, et en l'occurrence, en 1974, il a sorti un livre qui s'appelle La Nouvelle Grille, dans lequel il présente sa grille, justement, que moi j'appelle la grille homéostasique. Et en fait, ce modèle mental peut être résumé en 2 phrases et demie. Je vais essayer de le faire pour vous donner une idée. L'homme est un organisme biologique, d'accord ? Les êtres humains sont des organismes biologiques. À ce titre, ils sont sujets aux contraintes inhérentes à toute forme de vie, qui sont de maintenir une homéostasie, donc maintenir telle ou telle température corporelle qui est propice à la survie, maintenir l'apport de calories, éviter le manque de sommeil, avoir des besoins sexuels, bref, on est sur quelque chose qui revient au déterminisme biologique, à la contrainte biologique, et de là, puisque dans le monde les ressources ne sont pas illimitées, il va y avoir des conflits pour l'accès aux ressources, l'accès à la chaleur, l'accès à l'alimentation, l'accès aux partenaires sexuels. De là va naître un monde hiérarchisé, avec des pyramides de domination, ou des pyramides de dominance, comme Laborie aimait le répéter, et les gens qui sont au sommet de la hiérarchie vont développer un roman, ce qu'on appellerait par exemple, pour parler d'un pays, le roman national, mais ça peut être aussi un roman social, un roman individuel, ça peut nous renvoyer par exemple au biais du survivant. Bref, les gens qui sont des dominants vont développer une idéologie ou des théories sociales, des théories sur le réel, pour justifier leur position hiérarchique. Ce qui revient à la phrase que vous connaissez peut-être, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Voilà, ça rejoint tout ça. Donc c'est un postulat qui vient des recherches biologiques de Laborie, hein. C'est pas un truc qu'il a sorti de son chapeau un matin où il était de mauvaise humeur, c'est un livre qui est très étayé, on parle d'un mec qui est sérieux sur le plan scientifique. Par contre, la théorie finalement est assez simple. Alors la Nouvelle Grille fait plus de 300 pages, 330 pages, et ça peut devenir un peu redondant à la longue, peut-être parce que j'ai découvert le travail de Laborie avec Éloge de la fuite, j'ai une préférence pour ce livre, qui est un peu plus court que la Nouvelle Grille, et qui est moins technique aussi, même si Laborie y développe sa vision homéostasique d'un monde fait de pyramides de dominance, motivé par des besoins biologiques, et justifié rétroactivement par une narration des dominants. Alors c'est pas très joyeux, mais vraiment lisez au moins Éloge de la fuite, parce que ça va vous remettre les idées en place. C'est une approche un peu spinoziste, puisque pour Laborie, en fait, on ne peut se libérer de ces déterminismes biologiques que si on en a conscience et si on les comprend. Et lui, c'est pas pour rien qu'il parle d'éloge de la fuite, c'est parce que pour lui, un des moyens de fuir la folie du monde, c'est d'aller dans la créativité et de ne pas tomber dans les chimères, y compris les chimères qui proposent des alternatives sociales, puisque on retrouve le système de domination et le besoin homéostasique, y compris dans les contre-cultures, les alternatives, les contre-sociétés, pardon, et ainsi de suite.
Pour finir, le 9e livre ou 10e livre de cette sélection, j'ai perdu le compte, mais en tout cas le livre qui correspond au 7e modèle mental que je vous propose, c'est Behave de Robert Sapolsky, un livre qui n'est pas traduit en français pour l'instant, je vous invite à le lire en anglais, et c'est ce qu'on pourrait appeler le modèle multifactoriel, ou le modèle biologique multifactoriel. Là encore, je propose un nom parce que Sapolsky ne donne pas un nom à son approche. C'est une approche extrêmement globale, extrêmement systémique. En fait, c'est même la vraie définition de ce que serait une approche systémique pour parler des comportements humains, de la motivation, des systèmes de valeurs, des sociétés. C'est-à-dire que Behave est un livre qui parle du comportement. Le sous-titre du livre, c'est « La biologie des humains à leur meilleur et à leur pire ». Sous-entendu, qu'est-ce qui fait qu'on commet tel ou tel type d'action? On peut d'ailleurs reprocher à Sapolsky de ne pas vraiment expliciter ce qui l'amène à considérer tel ou tel type d'action comme bonne et tel ou tel type d'action comme mal. Pourtant, ce n'est pas un livre manichéen, mais je trouve qu'il y a une tâche aveugle à ce niveau-là. Néanmoins, et malgré ce petit bémol, le livre de Sapolsky est un petit bijou intellectuel qui se divise en deux parties. La première partie du livre, c'est l'explication des comportements sous un angle chronologique et, pour être plus précis, sous un angle de chronologie inversée. Si vous partez d'un comportement à un instant T, par exemple, là j'ai une bouteille d'eau, imaginons que je bois une gorgée à la bouteille, qu'est-ce qui se passe quelques millisecondes avant? Quelques millisecondes avant, il y a des neurotransmetteurs, des échanges synaptiques. Qu'est-ce qui se passe quelques minutes ou quelques heures avant? Quelques heures avant, il y a peut-être un état hormonal, il y a peut-être justement un début de déshydratation. Qu'est-ce qui se passe quelques semaines, quelques années avant? Quelques années avant, il y a la culture, il y a l'éducation qui va intervenir, il y a aussi la puberté. Qu'est-ce qui se passe au niveau du développement de l'embryon? Alors là, j'ai pris l'exemple du fait de boire une gorgée d'eau, donc c'est pas très spectaculaire, mais Sapolsky applique cette grille chronologique à des actes comme appuyer sur une gâchette ou sauver la vie de quelqu'un. Et il passe par la théorie des jeux que j'ai évoqué un peu plus tôt, par des questions de philosophie éthique avec le dilemme du trolley. J'arrive plus à traduire trolley en français, mais c'est pas grave. Donc si vous connaissez la série The Good Place, ça vous rappellera quelque chose. Bref, Sapolsky fait un travail colossal et encyclopédique sur les différents stades qui amènent un être humain à se comporter. Et quand je parle d'être humain, il parle aussi de l'espèce, puisque après l'embryon, etc., il va remonter à la sélection naturelle et à des centaines de milliers d'années d'évolution. Donc c'est un livre absolument total au niveau de la biologie des comportements. Et dans la deuxième moitié, Sapolsky va aller explorer l'état du monde sur les idéologies, la rhétorique par exemple des régimes totalitaires ou la rhétorique de la xénophobie. Bref, c'est quelqu'un qui est plutôt de gauche, qui a plutôt un agenda progressiste, dont il ne se cache pas, mais qui est loin d'être dépourvu de rigueur intellectuelle et qui cherche quelque chose et qui va donc parler, par exemple, de tous les biais sociaux, le conformisme au sein des groupes. Donc après toute la partie vraiment biologique, il va parler de psychologie sociale, il va parler, par exemple, des expériences de Salomon Asch ou de Milgram. Bref, c'est vraiment une œuvre, alors ça fait 700 pages, je crois, si on ne tient pas compte des appendices. C'est vraiment une œuvre encyclopédique sur les comportements humains et la psychologie, bien que ce soit à la base un livre de biologie. Je ne tarie pas d'éloges sur ce livre, malgré la petite tâche aveugle de Sapolsky sur pourquoi est-ce que appuyer sur la gâchette, ça pourrait être mal et sauver la vie de quelqu'un, ça pourrait être bien, alors que c'est pas quelqu'un qui est dans le manichéisme, hein, je le répète, puisqu'il explore le comportement humain et nos déterminismes pendant 700 pages, mais j'ai l'impression qu'il y a cette tâche aveugle. Néanmoins, c'est un livre absolument génial qui m'a enthousiasmé, et c'est vraiment un livre que j'offrirai à mes meilleurs amis. J'espère que je vous ai donné envie de lire tous ces livres et de vous intéresser à ces différents modèles mentaux. Pour faire un petit bilan, qu'est-ce que je vous recommande moi? Quel serait le top 3 de ces lectures? Eh bien, je mettrai très clairement Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman dans le top 3, parce que c'est quelque chose que vous devez connaître, vous devez savoir comment vous réfléchissez, quelles sont les failles de votre rapport cognitif au monde. Je mettrai Behave de Robert Sapolsky, parce que, je l'ai expliqué, c'est une œuvre somme
sur la biologie et la psychologie des comportements et des motivations, et d'une certaine manière sur pourquoi on est motivé par ce qui nous motive, pourquoi on croit ce qu'on croit, pourquoi on se comporte et on se conforme éventuellement comme on le fait. Et en troisième position, troisième position plus ou moins égalitaire, hein, c'est un top 3 un peu sans hiérarchie, voilà, c'est juste la crème de la crème, la priorité de la priorité. Je vous recommanderais de lire Éloge de la fuite, qui est tout à fait compatible avec Behave, même si le leitmotiv de Henri Laborie est beaucoup plus simple, avec cette histoire d'homéostasie et de domination, et même si son travail est peut-être moins enthousiasmant, parce qu'il est un peu plus sombre que celui de Daniel Kahneman ou celui de Sapolsky, sachant qu'il y a beaucoup d'humour dans le livre de Sapolsky, mais que c'est un humour fin, c'est vraiment subtil, c'est pas un humour de « salut, je fais de la vulgarisation et j'essaie de rendre mon livre supportable et je fais des blagues pourries » comme d'autres auteurs pourraient le faire. Donc je vous recommande en particulier ces 3 livres. Je vous recommande bien sûr tous les autres que j'ai présentés plus ou moins brièvement dans cette vidéo. Faites-moi des retours dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse de savoir si vous trouvez que j'ai trop développé les livres ou pas assez les livres. Si vous avez des questions sur certains modèles, peut-être que ça me donnera des idées de vidéos pour vous répondre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez laisser un pouce en bas ou en l'air pour la vidéo, commentaire constructif, et surtout, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la newsletter que j'envoie une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour donner des insights, des recommandations de lecture, des recommandations de podcasts à écouter ou à regarder, bref, des informations exclusives en matière de psychologie, de biologie et de stratégie de vie. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.